Bonjour Xavier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Eh bah écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette première édition. Et bien, écoutez, je vous propose qu'on commence dans le vif du sujet, qu'on rentre dans le vif du sujet, pardon. Et donc, je vais laisser la parole à Catalina. Ok, bah merci Xavier de te joindre à nous aujourd'hui de toute façon. La première question, bah, c'est tout simple. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, du coup moi Xavier Bellion, je suis donc, lead design system, aujourd'hui, en freelance. Donc en freelance depuis 3 ans et ça fait à peu près 15 ans que je suis, product designer. Au niveau de mon parcours, j'ai fait une école, de design en 2 ans, post-bac. Après, j'ai rejoint une agence de communication, puis ensuite le groupe Capgemini, où du coup là j'étais product designer, jusqu'à me lancer donc en freelance il y a 3 ans. Magnifique. Comme tu l'as très bien dit, on te connaît aujourd'hui en tant que donc lead design system. Tu prends beaucoup la parole sur LinkedIn sur cette thématique. Euh, Qu'est-ce qui t'a encouragé à poursuivre dans cette voie? Alors sur ma dernière mission dans le groupe Capgemini, donc j'étais intervenu pour une mission pendant 2 ans chez Renault, enfin chez le groupe Renault Alliance avec Nissan et Mitsubishi. Et là, j'avais mis en place un petit design system pour un produit annexe qu'ils avaient. Et donc ça, enfin, c'était mon avant-dernière mission, pardon. Et sur ma dernière mission, j'avais travaillé pour la RATP, où là, donc j'étais product designer en utilisant vraiment le design system. Et donc c'est là où j'ai eu envie justement de me spécialiser sur ce domaine. Euh, et donc ensuite en freelance, j'ai fait une mission sur laquelle je suis toujours pour Pixis, donc Pixis qui est la filiale tech de Cdiscount, où là du coup j'ai pu prendre en charge justement tout un design system pour un éco B2B chez Et on doit admettre que c'est un très beau design system. eux. Merci. Et j'ai toujours eu en fait une vision un peu assez tech. J'ai toujours fait pas mal de dev aussi à côté, beaucoup d'intégration HTML, CSS, choses comme ça. Et donc, de mon point de vue, déjà les designers devraient avoir ces connaissances-là. Et encore plus quand on fait du design system, parce qu'il y a quand même une notion très technique. Donc, euh, donc voilà, le côté design et tech, ça me correspondait pas mal en me spécialisant sur les design systems. Hmm. La partie tech que tu évoques, c'est quelque chose que tu as développé de manière autodidacte ou c'est quelque chose qui a fait partie d'une précédente expérience professionnelle ou dans tes études? Principalement en autodidacte. En fait, alors moi j'ai su très tôt ce que je voulais faire. À peu près à l'époque c'était du web design, mais j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là vers 14-15 ans. Ah Donc oui. de façon très très tôt. Et en même temps, je commençais déjà à faire du HTML, CSS à l'époque. Hmm. Donc j'ai toujours un petit peu baigné entre ces deux domaines. Et quand j'étais du coup dans le groupe Capgemini, on s'occupait du design et de l'intégration HTML, CSS. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné, que j'ai un peu relâché en mettant freelance pour vraiment être axé design system. Hmm. Mais du coup, c'est des compétences que j'ai un peu fait évoluer tout au long de ma carrière, quoi. Ok, super. Merci pour ta réponse. Très bien. C'est quoi le premier site que tu as codé dans ces cas-là? J'ai fait beaucoup de sites WordPress il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, quand j'ai commencé au tout départ, donc quand j'étais adolescent, je faisais des sites pour des équipes e-sport de jeux vidéo. Ah, ok. Hmm. Et Intéressant. en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le web design et que je me suis passionné pour ça. Hmm. Et quelle équipe e-sport tu supportes aujourd'hui? Alors, ouais,
Aujourd'hui, je suis un peu loin de tout ça. J'avoue que j'ai plus trop le temps de jouer. D'accord. Mais à l'époque, une des équipes qui était très connue à l'époque, qui était AA. Je sais pas trop ce que ça vaut maintenant, mais du coup, ouais, je devais avoir peut-être 17 ans où j'avais participé à la refonte de leur site. Tout Ok. ça en bénévolat à l'époque, mais ça m'avait déjà permis de mettre un peu les pieds dedans, quoi. Hmm. On peut dire que tu es un peu précurseur, vu l'ampleur que prend la discipline aujourd'hui. Ouais, C'est assez ouais, impressionnant. j'ai joué pendant longtemps. Eh ben, on a une question après sur ce sujet-là, donc on Ouais. se la garde. Bon, si on retourne plus vers ce que tu fais aujourd'hui, bah déjà, comment tu expliques qu'est-ce que c'est un design system et surtout à une personne bah, qui ne connaît pas du tout qu'est-ce que c'est un design system, comment tu expliques la valeur que ça peut apporter? Bah, déjà, ça permet de faire gagner du temps aux équipes. C'est la première chose à retenir. Et après, il faut aussi comprendre bah, qu'un design system, ça nécessite de beaucoup s'impliquer parce que c'est quand même un gros travail qui n'est jamais fini. Parce que le design system va évoluer en même temps que les produits et c'est pas forcément non plus adapté à tous les produits ou toutes les entreprises. Par exemple, une boîte qui a juste un site ou une application, elle n'a pas forcément besoin d'avoir réellement un design system, un UI kit à la limite. Mais déjà, voilà, faut comprendre que c'est de l'investissement, donc il faut être en mesure aussi d'assurer cet investissement. Et que comparer un UI kit aussi à un design system, bah, ça regroupe plein de choses, notamment bah, les fondations, la documentation. C'est pas juste faire des composants, il y a tout le côté technique, le content. Donc voilà, c'est tout ça que ça englobe un design system et c'est important de faire bien la différence entre ce côté UI kit et design system qui est souvent un petit peu mélangé et même par des designers. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses où j'aime bien défendre cette différence. Et c'est pas mal en soi de faire juste un UI kit s'il y a pas la nécessité de faire un design system. Comme j'aime bien dire, des fois, faire un design system juste pour un site, par exemple, c'est un peu sortir un bazooka pour tuer une mouche, quoi. Ok, ouais. Donc voilà, c'est pas toujours nécessaire. J'aime beaucoup cette comparaison. Ouais. Elle est très imagée, c'est Ouais, c'est ça. magnifique. Aujourd'hui, sur l'échiquier du design system, donc comme tu l'as très bien dit, en fait, un UI kit, c'est pas un design system. Il y a toute la partie content, documentation, même storybook. Alors j'imagine que tu utilisais des outils tels que 08, Storybook, ou même il y a, il y a vraiment tout un tas d'outils qui existent aujourd'hui. Sur la partie craft, donc vraiment conception, admettons, partons juste de l'UI-Kit, est-ce qu'il y a un composant que tu aimes ou que tu aimais particulièrement travailler? Par exemple, un bouton, un toggle, voilà. Est-ce qu'il y a ce petit composant sur lequel tu apportais une petite finesse, en tout cas tu aimais bien challenger ce dernier? Eh ben, pour faire très simple, j'aime bien les boutons parce que c'est un peu Mhm. l'élément de base. Et en fait, on se rend compte que déjà, il y a plusieurs façons de l'approcher et plein de choses à inclure dans un bouton qui peuvent vite être oubliées. Ça peut être par exemple les différents états, parce que ça m'est déjà arrivé de voir des boutons où on a juste le bouton de base, mais on a les différents états interactifs, donc par exemple le hover, Mhm. l'état presse, etc., n'ont pas forcément été pensés. Donc il y a ça. Il y a aussi le côté focus qui va jouer aussi sur Mhm. l'accessibilité à prendre en compte. Euh, L'état de loading dans un bouton. Donc on crée, qu'on crée un bouton, savoir comment il va se comporter pendant le chargement d'une requête. Donc tout ça, c'est des petites choses en fait qui peuvent paraître anodins, mais qui sont vraiment importantes à prendre en compte et qu'on a tendance des fois à oublier juste dans un composant très basique comme un bouton. Mhm. Le bouton, c'est la figure de proue de ce qu'on commence à composanter quand on maîtrise un petit peu Figma, mais en fait, ouais, voilà, c'est un composant qui est bien plus complexe
que ce qu'on Ouais, c'est ça, imagine, savoir mais est-ce qu'on veut par exemple une icône à gauche, à droite, est-ce qu'on a besoin des deux? Est-ce qu'on a un bouton spécial, donc un composant à part quand on a uniquement une icône sur un bouton, ou est-ce que c'est le même composant? Selon les design systems, on peut avoir soit un seul bouton qui fait tout, soit deux boutons. C'est le cas par exemple du design system de GitHub, où ils ont un bouton vraiment dédié à l'icône unique. Donc voilà, c'est différentes approches qu'il faut réfléchir en amont et tout ça juste pour le composant de base qui est le bouton. super intéressant. Tu as déjà commencé à parler un petit peu de l'accessibilité et évidemment, c'est moi qui va te poser cette question. Mais comment tu abordes cette question d'accessibilité dans un design system et est-ce que tu as des tips à nous donner pour bien garder les bonnes pratiques? Ben, la chose de base déjà, c'est de vérifier les couleurs. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment la chose qu'il faut faire absolument, j'ai envie de dire. Et on peut vite avoir tendance à passer à côté. Il y a aussi après tout ce qui est lié au texte, bah, que la taille du texte soit conforme et la longueur aussi du texte selon les composants ou le type de layout. Et après, il y a aussi tout ce qui est, par exemple, des balises alt, donc qu'on va retrouver pour les images. Donc ça qu'on peut pas transcrire en design, mais qui sont à prendre en compte et qui vont être pris en compte par les développeurs. Et donc pour ça, il y a différentes façons de faire, mais notamment d'utiliser par exemple des templates de review d'accessibilité. Et il y en a qui sont dispo gratuitement sur le Figma Community. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent être mises en place. Très bien. Parfait. Super. Pas mal de tips. J'enchaîne sur cette question très sérieuse pour aborder sur un point un peu moins sérieux, mais qui va nous intéresser également parce que ça va nous permettre de poser des questions pour apprendre un peu plus à te connaître. Donc, on voulait te proposer un petit jeu. Donc, c'est le jeu du design sonore. Bon, le titre est encore en réflexion. J'admets, il n'est pas, il est pas des plus convaincants. Mais en fait, on va te proposer 5 sons. On va te faire écouter 5 sons. Le but, c'est de deviner de quel produit digital ça peut venir. Donc, ça peut être une plateforme, une application, même un système d'exploitation. Et à l'issue donc de ces devinettes, que tu devines ou non, on aura des questions pour enchaîner. Donc, je vais commencer par le premier son qui, je pense, ne va pas proposer une grande difficulté ni pour toi, ni pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Mais on commence tout de suite par celui-là. Le fameux Netflix. Absolument. On le connaît tous, à Ouais, part c'est ceux ça. qui démarrent leur télé en mute. Mais j'en connais pas beaucoup. Et ben, tu l'as très bien deviné. Et ben, ma question qui en suit, elle est très simple. Est-ce que tu as un film ou une série que tu aimes bien en ce moment, ou même un classique que tu aimerais nous recommander? Alors en ce moment, pas forcément, mais une série que j'ai adorée, c'est Breaking Bad, Hmm. euh, qui est bien connue de tous. Mais en fait, moi, quand j'ai commencé cette série, je savais pas du tout ce que j'allais regarder. Ouais. Je savais pas du tout que ça allait parler de drogue, tout ça. Et en fait, j'ai adoré, vraiment, je Hmm. trouve ça vraiment absolument génial comme série. Le deuxième son est celui-là. Alors ça, je connais. C'est les messages sur iOS, non? Ah, alors, si tu veux, on peut te le remettre. On peut te le remettre. C'est pas Un truc iOS, de message. mais effectivement, c'est message, exactement. Ou du WhatsApp, sinon? Non. Non. Alors, c'est plutôt un outil généralement, on va l'utiliser sur desktop. Il est Ok. sur mobile, mais on va dire, allez, je te donne un petit indice, c'est un outil collaboratif d'échange, de communication. Donc, t'es pas loin finalement quand tu disais WhatsApp, mais c'est plutôt professionnel. Ok. Euh, Le logo de l'outil a le même, enfin, je sais pas si c'est exactement le même nombre, mais a beaucoup de couleurs comme le logo de Figma. C'est Slack?
exact. Ouais. Ok. Absolument. Plutôt team Slack ou Teams, du coup? Moi, plus Teams. Plus Teams. Ok, Ouais. super. Et bah, tu vois, avec Catalina, on se demandait quelle serait ta réponse à cette question. Ouais, Et, j'avais la notion de message, mais j'avoue que je ne remettais pas forcément Slack hmm. dessus. Ouais. Et est-ce que c'est parce que ton environnement fait que tu es plutôt amené à utiliser Teams ou il y a des Ouais, fonctionnalités en que tu vrai, c'est préfères? juste parce que la plupart des boîtes avec qui j'ai bossé étaient sur Teams. Hmm, Mm. Ok. C'était Très, pas forcément par ouais, goût personnel, mais c'est juste une question d'habitude en fait. très J'avais pragmatique. parié que tu allais dire Slack. On avait mis une pièce. On a tous les deux Oui. perdu, Kata. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus beau Slack que Teams, donc Hmm, c'est pour ça. Mais bon, Ouais, ok. mais en fait, tu vois, je fais partie de certaines communautés sur Slack, mais hmm. sinon, ouais, à chaque fois que j'ai été en mission, j'ai toujours eu des Mmh. missions sur Teams. Donc, au final, j'ai plus l'habitude d'être sur Teams. Ouais, on est vite amené à s'adapter à l'environnement du client. C'est ça. Magnifique. Et bien, le troisième son, on enchaîne, c'est celui-là. Petit Windows. Magnifique. Tu saurais nous dire lequel? Ah. C'est un vieux, celui-là. C'est un vieux, Oui. Je dirais effectivement. 98 peut-être. Ah, presque. La génération au-dessus. C'était quoi? C'était Vista après? Ah, alors je crois qu'entre Vista et Il y a eu 2000 98, aussi. il y a XP. Ah, Ah, XP, ouais. Ah oui, il y avait j'ai XP avant, oui, exact. j'ai pas la chronologie Oui. exacte, mais Ah on ouais, n'était non, pas c'est loin. vrai, t'as Mm, raison, il y avait XP, ouais. mm. Et ben, comment, à quel âge tu as découvert le digital en fait? Parce que tu disais que relativement tôt, tu savais ce que tu voulais faire. Ouais. Donc j'imagine que même les années précédant cette conviction, tu as dû découvrir un petit peu les premiers ordinateurs, quel était ton premier matériel et ton introduction dans Alors, ce monde du digital. nous, le premier ordi familial, c'était sur Windows 95. Hmm. Mm. Donc, déjà, ça remonte un petit peu. Et après, moi, mon premier ordi à moi, ça devait être, je pense, sur Windows XP, justement. Hmm. C'est ça. Et déjà sur Windows 95, je m'amusais à faire des dessins sur Paint. Le classique. Mm. C'est ça. Et quand tu as commencé un petit peu à... Tu sentais que tu commençais un petit peu à maîtriser Paint. l'ordi. Oui, Paint. Est-ce qu'il y avait... Enfin, quel était ton usage principalement plutôt Bah bureautique, tu vraiment, vois? sur les premiers, c'était m'amuser à faire un peu de dessin. J'avais eu Hmm. aussi une petite tablette graphique qu'on m'avait offert. Hmm. Mm. Parce que bah, j'ai toujours de toute façon aimé dessiner, côté un peu graphiste. Donc j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi qui lui a fait des études pour être dev. Et donc en fait aussi, tu vois, le mélange du web design, bah, c'était un peu aussi grâce à lui parce que en fait, je vois ça un peu comme le mélange entre le côté dev que lui il apprenait et le côté dessin et graphisme que moi j'ai toujours aimé. Donc c'est un peu le juste milieu entre tout ça, quoi. Vous avez créé une complémentarité, en fait. C'est ça. Incroyable. Merci pour ta réponse. On va enchaîner avec ce quatrième son. Ça c'est un jeu, non? Un Alors, peu. t'es pas loin. T'es pas loin. Euh, C'est... Tu peux le remettre? Je te le remets avec plaisir. Duolingo. Exact. Très bonne réponse. C'est Ouais, c'est pour vrai ça, qu'on tu est dis. entre le jeu et Exactement. C'est pas totalement un jeu, mais ça. c'est connu pour. Enfin, dès qu'on parle de gamification, Bah le ouais, premier il y a un exemple. gros esprit gamification dessus, ouais. Absolument. Et la question que vous te posez, c'est bah, tu parles combien de langues déjà? Et la langue, peut-être que tu maîtrises pas ou peu et que tu rêverais d'apprendre. Alors, je parle bien le français et un petit peu l'anglais, mais en vrai, Hmm. je suis pas très bon. Et c'est mon objectif pour cette année, justement,
corriger ça, Mmh. là, je me suis approché justement tout récemment, la semaine dernière, d'un organisme de formation. Et donc, je prévois de faire une grosse formation sur toute l'année là en anglais pour fin d'année être capable de communiquer très facilement en anglais, donc bilingue ou pas, mais en tout cas, c'est mon objectif sur cette année de corriger ça. Magnifique. Très bel objectif. Mm. Et est-ce qu'il y a une langue que tu rêverais d'apprendre ou de maîtriser Bah, en vrai, à part l'anglais, pas plus que ça, dans le sens où je pense que quand tu maîtrises bien l'anglais, bah, ça t'ouvre un peu toutes les portes. Donc non, à part l'anglais, c'est déjà pas mal pour moi. Effectivement, Ok. effectivement. C'est, retenez bien ça, l'anglais est très important. Faut pas négliger, C'est ça. Bah, ça disons nous que tu ouvre, vois, le lire ou le comprendre, ça va. Dès qu'il faut communiquer, enfin pour moi en tout cas, c'est toujours plus compliqué, quoi. Donc c'est parti pour corriger ça. absolument. Et ben, en tout cas, on te le souhaite. Ouais. Et on va finir par ce dernier son. C'est le truc du ciné là, non? Ah! Intéressant. Dolby, les trucs, tu sais, Ah! Dolby Sound ou je sais Ah plus oui, quoi. ça aurait pu. Exactement. Je vois ce que tu veux dire, Et c'est pas totalement. ça? C'est pas ça. C'est là, on est dans le domaine, c'est pas une app, c'est pas un site, c'est plutôt, allez, je te donne un indice, Sony. C'est la PlayStation? Exactement. Ah ouais, C'est le son, quand on démarre la PlayStation 1 qu'on avait et c'est l'écran sur lequel OK. on attendait patiemment de voir si le jeu allait se lancer ou si l'écran allait freeze. Ouais, ouais, je revois bien, mais tu vois, j'avais pas reconnu, enfin, j'avais pas remis le son dessus. Bah, très honnêtement, quand on a fait la recherche des sons, même moi, quand je l'ai écouté, j'avais plus souvenir que c'était ce son-là. J'ai le Ouais, visuel, ouais, ouais. mais Ouais, j'avais pas j'ai très bien forcément. l'image du truc, mais Ouais, effectivement, le très son, je bien. l'avais pas. Et bah, du coup, on a une question. Alors, tu nous disais que tu avais fait tes premières armes en dev pour des équipes e-sport, que bon, tu as peut-être un petit peu moins le temps de jouer aujourd'hui, mais c'est quoi ton jeu préféré? Ou est-ce que tu as un jeu auquel tu joues en ce moment que tu aimes bien et que tu aimerais nous conseiller? Alors, comme je disais, je joue plus du tout en ce moment, puisque en plus à côté du freelance, j'ai d'autres projets aussi. Notamment, je fais de la formation, j'ai lancé là récemment une newsletter, enfin, et je développe aussi des applications. Donc pas trop le temps, mais j'ai joué pendant des années sur un Counter-Strike. Donc sans hésiter, ce serait celui-là. Mais sinon, plus récemment, jeu plus récent, Valorant, mais qui est un peu dans la même gamme, qui est du FPS. Mais voilà, j'ai été pro CS Counter-Strike pendant des années et des années. Et alors, la question que tout le monde se pose, Counter-Strike 1.6 ou Global Offensive? 1.6. 1.6. Donc, Voire 1.5, c'était encore la version d'avant. d'accord. Ah oui, donc Commencé sur on est face à un Ah OG. ouais, j'ai commencé il y a longtemps. Moi, je me souviens, je crois que mes premières armes sur Counter-Strike, c'était Condition Zéro. Ah Euh, oui, ouais, je me et, rappelle de ça. Ouais. ouais, il y avait un petit pack, c'était le Valve Pack avec plein de jeux différents. Team Fortress aussi, très, très à l'ancienne. Magnifique. Eh ben merci. Ce petit jeu touche à sa fin. Merci d'y avoir participé. C'était super intéressant d'avoir des Ouais, c'est réponses marrant. à des questions un peu plus personnelles. Et donc, bah, on peut rattaquer avec des questions un peu plus orientées autour du design system. Mm. Donc, Kata, je te laisse la parole. Ok, donc du coup, c'est bien connu qu'on a des petites divergences, voire petits conflits parfois entre designers et devs. Donc, comment tu gères ces petites discussions qui peuvent émerger quand il faut faire des évolutions au design system? Bah déjà, comme je disais, pour moi, c'est super important d'avoir des connaissances techniques. Parce que déjà, ça peut permettre aussi de challenger les devs. Et donc aussi de comprendre leur logique à eux, leurs besoins et leurs contraintes.
Et aussi, ça évite certaines fois que des devs puissent nous dire ça c'est pas possible, alors qu'en fait, si, si, c'est complètement possible. Et du coup, ça m'est déjà arrivé aussi de défendre entre guillemets certains designers qui n'avaient pas forcément ces connaissances, à dire bah si, si, ça on peut le faire de telle ou telle manière. Donc, il y a ça, et de faire des points très réguliers aussi avec les développeurs. Là, dans mon cas, c'est plus des développeurs qui vont prendre en charge le design system. Mais voilà, d'avoir des échanges très réguliers avec eux. Nous, là, typiquement sur la mission, on a un point par semaine avec eux pour échanger sur les différentes questions ou problématiques. Et comme ça, on avance vraiment ensemble. Et d'avoir aussi les connaissances par rapport au framework ou librairie utilisée s'il y en a. Donc par exemple, si c'est du matériel WAG ou autre, d'avoir justement connaissance aussi de ces contraintes-là pour réussir à trouver un terrain d'entente, parce que des fois il y a certaines choses qu'on veut faire en design, mais si on est limité par aussi une librairie, on peut aussi se retrouver bloqué. Mais voilà, des fois on peut avoir un juste milieu à trouver. Et donc pour ça, je dirais qu'il faut que tout le monde fasse preuve de bienveillance. Très bien. La bienveillance, un mot-clé très important. C'est ça. Magnifique. J'enchaîne sur une question qui fait un peu débat, parce que c'est une question à laquelle j'ai l'impression on n'a jamais su trop répondre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un petit peu, voilà, on essaye de tâter le terrain autour de ça. Il y a des premiers éléments de réponse, mais c'est quelque chose qui évolue encore pas mal. Mais pour toi, quels sont les KPI, donc les indicateurs clés de performance, que tu utilises pour mesurer le succès d'un design system? Alors, pour moi, il y en a un surtout, c'est l'adoption. Savoir combien de fois, par exemple, un composant est utilisé, et voir s'il y en a un qui n'est jamais utilisé. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, entre guillemets, parce qu'il y a des analytics sur Figma, mais qui sont pas forcément réels, dans le sens où on peut faire des tests, et du coup, ça va un peu biaiser ces analytics. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, j'ai développé une solution qui s'appelle SystemUp. Donc, s'il y en a qui veulent aller voir, c'est systemup.io. Pour l'instant, c'est encore en bêta, mais ça devrait bientôt être disponible, et qu'on est en train aussi de déployer du coup chez Cdiscount. Et en fait, qui permet aux designers et management ou design ops de justement mesurer sur des maquettes Figma le taux d'adoption sur un design system. Et donc, en faisant ça, ça permet vraiment de se rendre compte si les composants sont utilisés et à quel pourcentage, et sur une maquette entière, en fait, à quel taux elle utilise le design system. Et typiquement, sur une maquette, si elle utilise 3% du design system, ça peut identifier aussi des problématiques. Là où si on a la plupart des maquettes qui utilisent entre, je vais dire, 70 et 90% du design system, là on peut se dire que justement le design system est utilisé et qu'il est bien utilisé. Parce que justement, si on a un taux qui est faible sur l'adoption, ça peut aussi relever des problématiques, que ce soit un mauvais usage du design system ou une mauvaise compréhension. Donc, voilà. Donc pour moi, vraiment, la clé, c'est de mesurer l'adoption. Sans forcément vouloir viser les 100%, parce qu'un design system, c'est parce qu'on a un design system qu'on est obligé d'utiliser 100% uniquement les composants du design system. Il faut aussi avoir un peu de liberté. Il ne faut pas que ce soit que de la contrainte non plus. Donc voilà. Donc ne pas forcément viser les 100%, mais en tout cas d'avoir un œil sur ce taux d'adoption. Ok. Tu vas mesurer aussi tout ce qui est couleur et style de texte, etc. ou que les composants en soi? Là, sur la première version de l'application, c'est que les composants. Ok, Mais après, effectivement, il y aura les styles, couleurs et texte, et les variables dans Figma. trop bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer alors c'est quoi? C'est un plugin que tu viens lier à ton Figma? En fait, il y a les deux. Il y a une application web avec un dashboard,
où on vient en fait sélectionner. En fait, tu vas mettre l'URL de tes fichiers Figma. Tu vas pouvoir sélectionner les frames que tu veux mesurer. Et ce qui te donne, donc avec des graphes, l'évolution justement des mesures. Et donc pour moi, ça, le dashboard, c'est plus à destination du côté un peu management ou design ops. Et il y a un plugin Figma, en fait, qui permet aux designers de checker eux-mêmes justement le taux d'adoption pendant la conception. Et l'idée justement, c'est pas de faire du flicage non plus des designers. Donc un designer, il peut en fait via le plugin mesurer vraiment tout ce qu'il veut pendant sa conception ou une fois qu'il a fini. Et c'est des données qui remontent pas forcément, enfin qui remontent même pas du tout dans le dashboard sur l'application web. Comme ça, c'est vraiment pour le designer un outil qui lui permet de s'assurer qu'il est bien conforme au design system. D'accord, magnifique. Et c'était, quelle a été ta motivation pour créer ce type d'outil? C'était une envie que tu avais ou tu t'es rendu compte qu'il y avait, tu avais envie de mesurer ces choses-là et en fait, il y avait pas d'outil qui répondait aujourd'hui à cette envie-là? Ouais, bah, c'est exactement ça. Au début, en fait, on se mesurait sur, enfin, on se basait sur les analytics de Figma, qui vont nous permettre de savoir le nombre de fois qu'un composant est inséré, détaché, choses comme ça. Mais bah, déjà, en fait, à chaque fois qu'on va insérer un composant, bah, ça va le compter. Donc, si on insère des composants juste pour faire du test ou dans des fichiers qui ne sont pas destinés à partir en prod ou à être mesurés, bah, du coup, ça va complètement biaiser ces résultats-là. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y avait pas d'outils qui permettaient de le faire. Et donc, c'est pour ça que je me suis un peu lancé sur ce sujet. Et donc, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus parce que ça a été quand même techniquement un gros boulot. Parce que du coup, bah, ça faut que ça marche aussi avec l'API Figma, tout ça. Donc voilà. Mais techniquement, du coup, ça marche. Là, j'ai commencé à faire des tests. Et donc, c'est pour ça que la première version devrait sortir relativement bientôt. Magnifique. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom? Comme ça, on le Ouais. partagera C'est en description. systemup.io. Donc, up Magnifique. juste UP. Eh ben, n'hésitez pas à aller voir. C'est un beau projet que tu nous présentes et je pense que ça va en aider plus d'un. Super. Oui, bah justement, on parle un peu du futur et des choses qui vont arriver. Donc, comment tu vois l'évolution des design systems dans les 5 prochaines années? Bah, sans grande surprise, mais je pense que l'IA va commencer aussi à en rentrer dans ces sujets, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de, d'application ou de service avec de l'IA qui permet justement bah, la conception ou autre par rapport au design system. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de choses comme ça qui va arriver. Ça peut même être juste pour la documentation. Euh, il me semble que Zero Eight, ils ont ajouté une feature, mais qui est basée en gros sur ChatGPT, il me semble, mais qui permet un peu d'aider à la documentation. Mais je pense qu'on va avoir différents outils, je pense, dans les années à venir qui vont pouvoir sortir et aider soit à la conception ou à la documentation. À mon avis, il faudra se pencher dessus de près. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un outil que tu utilises? Parce que là, on voit beaucoup en fait d'outils qu'on connaît. Alors, le premier auquel je pense, et on pense tous, c'est Figma, avec donc l'intégration de l'IA pour soit renommer des layers, soit alors faire un premier draft de maquette. Euh, D'ailleurs, feature qui a un petit peu fait polémique, donc qu'on a vu disparaître pour revenir il n'y a pas longtemps. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a un outil que tu utilises au quotidien qui a réussi à bien intégrer l'IA dans son usage, comme on a voilà, cette Euh, multiplication de propositions? En termes de design, non, je trouve pas encore. Hmm. Euh, Par contre, pour le dev, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a notamment du coup un éditeur pour coder qui s'appelle Cursor, qui intègre de l'IA. Et pour l'avoir testé, c'est super super pratique. Enfin, ça fait vraiment gagner du temps pendant le développement. Hmm.
Et d'ailleurs, le projet que tu nous présentais, c'est un projet sur lequel tu es tout seul ou tu es accompagné, vous êtes plusieurs à Non, travailler je suis dessus? tout seul. En fait, j'ai plusieurs projets comme ça. Euh, j'ai donc celui-là, j'ai System Up. Donc effectivement, je suis tout seul. J'ai un autre projet, enfin j'ai deux autres projets, qui est un projet qui permet de générer aussi les changelogs euh, d'un design system sur Figma. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas, qui n'existe pas forcément aujourd'hui. Donc les changelogs, on est obligé de les gérer à la main, ce qui prend du temps. Tu vois, moi par exemple, quand je gère un design system, ben, le temps que je passe à maintenir ce changelog, parce que c'est important pour que toutes les équipes, que ce soit design ou dev, aient connaissance de l'évolution des librairies sur Figma, des librairies de composants ou autres, bah, c'est important de maintenir ce changelog, donc ça oblige à le maintenir à la main. Et du coup, j'ai développé une autre petite solution. J'ai fait des posts LinkedIn là-dessus, en fait, qui permet de générer automatiquement ce changelog-là. En fait, à chaque fois qu'on publie une librairie Figma, donc des modifications, ça va générer automatiquement le changelog sans avoir rien à faire, avec un petit widget qui permet justement d'afficher le changelog directement dans Figma. Donc là, c'est pareil, la V1, je lance ça en fait en parallèle. Donc là, la V1, elle est quasiment terminée. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté justement pour pouvoir la tester. Donc, je vais bientôt commencer à lancer les tests là-dessus. Trop Et, bien. Magnifique. et dernier sujet qui change un peu de ce qu'on voit aujourd'hui sur les UI-Kits. Euh, ça arrivera un petit peu plus tard, mais c'est en fait une librairie de composants, mais qui est accessible soit via un plugin Figma, soit via un site web. Et en fait, on a juste à cliquer sur un bouton, par exemple, je sais pas, un bouton, enfin un composant de bouton. Sur l'interface web, on clique sur copie et on fait un CTRL-V sur Figma et ça colle tout le composant avec les variantes, la documentation et tout. Mm. Et comparer justement un UI kit où on va télécharger tout un UI kit, bah là l'idée c'est de pouvoir venir récupérer uniquement les éléments dont on a besoin. Incroyable. Donc ça arrivera dans le futur. Est-ce que tu as des noms à nous partager, des liens à nous partager sur ces deux nouveaux projets que tu viens de nous présenter ou c'est encore... faut suivre ton actu et ça va arriver fort, fort, fort. Alors pour le dernier dont je viens de parler, j'ai pas encore de nom à te partager. Par contre l'autre, pour les changelogs, ça s'appelle Design Story. Ok. Donc, si vous voulez suivre ça, bah, il y a soit la newsletter que j'ai lancée, parce que oui, en plus de ça, j'ai une newsletter et une formation. Donc, la formation, c'est designsystem.school, et donc avec la newsletter associée. Et donc, justement, bah, ça, j'en parlerai aussi dans la newsletter quand ça sortira, ou sur LinkedIn, où je partage aussi pas mal. Ok. Tu m'étonnes que tu n'as plus de temps de jouer aux jeux vidéo avec tous ces Ouais, projets en c'est vrai même que ça me temps. fait pas mal de choses. J'allais rebondir là-dessus. J'allais dire, nos journées font 24 heures, les journées de Xavier en font 48. Non, mais c'est clair. Bah, décidément, plein d'initiatives, plein de beaux projets. Et ben on va y revenir dans pas très longtemps. On arrive maintenant à la dernière question. Donc c'est passé super vite. Et quelle belle manière de finir cet échange en te demandant si aujourd'hui, si tu dois résumer le rôle d'un design system en une seule métaphore, laquelle choisirais-tu? Eh ben, pour moi, c'est un peu une recette de cuisine. C'est une recette de cuisine parce qu'en fait, on a différents éléments qui sont prêts à être utilisés, avec une recette de base, qui sont un peu les guidelines et les fondations du design system. Et après, chacun va venir appliquer la recette à sa sauce, pouvoir la customiser aussi, hein, parce que comme je disais, un design system, c'est pas à suivre à 100%. Il faut aussi avoir de la liberté. Donc, comme dans une recette de cuisine, si on veut plus ou moins de sel, ben, on y va. Et donc, c'est un peu ça. On prend nos différents ingrédients et on va venir composer avec ça. Une métaphore qui donne l'eau à la bouche. Ouais. Magnifique. Bah, merci infiniment, Xavier. Ben, merci à vous deux. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quelles réseaux on peut te suivre? Quelles sont tes actus du moment? Euh,
voilà, on t'offre cette tribune pour nous partager tout ce que tu souhaites nous partager. Du coup, principalement sur LinkedIn. Je suis plus trop sur Twitter ou autre. Et sinon, j'ai aussi une chaîne YouTube, mais là, j'avoue que j'ai pas trop le temps de publier dessus. J'ai suffisamment de choses. Mais du coup, quand la formation justement Design System School sera terminée, parce qu'en fait, jusqu'à présent, elle est disponible en pré-vente avec une réduction le temps qu'elle soit terminée. Et donc, elle doit être terminée d'ici à peu près un mois, je pense. Mais quand elle sera finie, j'essaierai de me remettre un petit peu plus justement sur YouTube pour partager, que ce soit des tutos ou autres, que ce soit lié au design d'interface globalement ou plus spécifiquement au design system. La formation, donc Design System School, c'est un point dont tu as pu nous parler de manière ponctuelle lors de notre échange, mais sur lequel on n'a pas trop fait le focus. Est-ce que tu aimerais nous en dire un peu plus sur en quoi consiste cette formation et à qui elle s'adresse? Elle s'adresse aux designers qui veulent apprendre à mettre en place un design system. Et avec cette formation, on voit un petit peu d'abord la théorie. On étudie différents design systems pour voir un petit peu comment ils sont conçus, donc aussi bien la documentation que les Figma. Il y a une petite remise à niveau aussi très légère sur les auto-layouts, parce que du coup, ça m'est arrivé de me rendre compte que des designers n'utilisaient pas assez bien les auto-layouts. Et donc, c'est super important de vraiment bien les maîtriser dans Figma. Et après, donc, il y a toute la partie théorique avec les design tokens et les variables, bien comprendre de quoi il s'agit et comment les faire. Et ensuite, donc, il y a toute l'élaboration après, comment faire des composants et la documentation. C'est un parcours très complet, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de monter en compétence sur le design system, que vous ayez une connaissance absolument inexistante pour le moment, et c'est tout à fait normal, ou un petit peu voilà, de billes à droite à gauche, n'hésitez pas à aller donc sur Design System School, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, designsystem.school. On partagera le lien en description. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Catalina. Merci à toi, Will. Merci infiniment. C'est ici que notre entretien se termine. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut! Salut!